Face à face, le podcast de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Je suis Séverine Marron et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Noé Yernaud, diplômé en sociologie. Noé a parcouru la Belgique de long en large, de Tournai à Arlon, pour aller à la rencontre des agriculteurs wallons. Son enquête de terrain, réalisée dans le cadre de son mémoire, a été saluée par la Fondation pour les générations futures, qui lui a décerné un ERA Awards 2026 dans la catégorie démocratie durable. La démocratie, c'est pas juste quelque chose qu'on invoque, c'est pas juste quelque chose qu'on déclare. C'est la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un régime politique qui est le produit d'un équilibre un équilibre des rapports de force entre différents groupes sociaux, entre travailleurs et patronat, entre bourgeoisie nationale et bourgeoisie mondialisée, et que quiconque veut s'intéresser un peu à la démocratie ou protéger justement ce régime qui est le nôtre, eh bien, ne peut pas s'empêcher de s'investir, de s'impliquer dans ces luttes entre groupes sociaux. Est-ce que tu peux te présenter, raconter ton parcours et évoquer ce qui t'a amené vers la sociologie ? Moi, c'est Noé Yernaud. Je suis doctorant ici en sociologie, au bout d'une formation de 5 ans à l'Université de Liège. Donc, j'ai fait le bachelier en sciences humaines et sociales, et puis le master en sociologie à finalité approfondie, quoi. Et ce qui m'a décidé à choisir la sociologie quand j'étais en réto, c'est une histoire un peu bizarre, mais en fait, en réto, je suis tombé amoureux des poèmes d'un chanteur américain des années 60, qui s'appelle Jim Morrison, et qui avait dit une fois dans une interview « Si j'avais pas été chanteur, moi j'aurais été sociologue ou écrivain ». Et vu que écrivain, c'est un métier qui a priori ne s'apprend pas trop sur les bancs de l'université, il n'y avait plus beaucoup de choix dans les formations qui s'offraient à moi. Et tu avais déjà une idée claire de ce que c'était la sociologie à ce moment-là ? J'avais une idée un peu floue de ce que c'était. J'étais intéressé par tout ce qui rassemblait les gens, tout ce qui les faisait vibrer ensemble. Je m'intéressais aux fêtes, à tous ces moments où les gens se rassemblent pour vivre quelque chose en commun. C'est de là que vient vraiment mon intérêt. D'où l'intérêt aussi pour la chanson, l'art, etc. Mais finalement, non, j'avais quand même beaucoup d'idées un peu fantasmées de ce qu'était la sociologie avant d'arriver à l'université. Ton mémoire portait sur le milieu agricole. Qu'est-ce qui t'a amené à ce choix qui peut paraître surprenant ? Souvent, on vient en sociologie avec une idée un peu contestataire, ou en tout cas comme une petite volonté de changer les choses. Et donc, naturellement, au début de ces études, on est amené à peut-être étudier ou travailler avec des collectifs qui forcent notre respect, des collectifs militants, politiques, artistiques. Ce que j'ai fait aussi au début, quand j'ai commencé mon cursus. Et puis je me suis assez rapidement rendu compte que en fait, je n'étais d'aucune utilité pour ces collectifs-là, que j'appréciais. Et que, en gros, pour paraphraser un rappeur bien connu, il fallait que je me trouve mon propre bail. Et donc je me suis dit, bah tiens, en fait, s'il y a une seule fonction au métier de sociologue, ou en tout cas une fonction minimale, c'est de faire le lien entre différents groupes sociaux qui d'habitude ne se parlent pas. C'est ça qui m'a poussé à sortir un peu de mes milieux habituels, urbains, comme j'en parlais. Et je me suis dit, bah tiens, voilà, avec les agriculteurs, les gens qui travaillent avec des bêtes, avec la terre, il y a moyen peut-être de faire ce travail-là ensemble. Et d'autant plus que c'est un milieu sur lequel il y a beaucoup de préjugés et un peu de fantasmes, à gauche comme à droite. Et donc voilà, c'était intéressant d'aller un peu débunker ces préjugés-là, quoi. Et concrètement, comment t'y es-tu pris pour ton mémoire ? J'ai fait ce qu'on appelle en sociologie une recherche qualitative. Donc ça veut dire que l'intégralité de mes données, c'est des données qui sont issues d'entretiens avec des gens, des agriculteurs en l'occurrence, et des agricultrices. Donc ce sont des données vivantes, des données vécues, ce sont des récits de vie. Voilà, donc j'ai été rencontrer 20 professionnels, 20 propriétaires d'exploitation dans différents secteurs agricoles, donc dans différentes régions de Wallonie. Et j'ai aussi rencontré les organisations professionnelles agricoles, donc l'équivalent des syndicats pour ce milieu-là, et aussi une coopérative foncière en particulier, mais bon, je ne vais pas être trop long là-dessus. Donc ça, c'est comment est-ce que je m'y suis pris. Et la question fondamentale que je me posais à travers ce mémoire,
c'était en gros de quoi sont capables politiquement les agriculteurs en Wallonie aujourd'hui. De quoi est-ce qu'ils sont capables politiquement? Ça veut dire pas seulement ce qu'ils disent, pas seulement les discours, pas seulement l'idéologie, pas seulement la morale, mais en gros, quelles sont leurs conditions de travail et leurs conditions de vie concrètes, et comment est-ce que ces conditions de vie concrètes peuvent donner lieu à une prise de conscience politique, et quel changement est-ce que cette prise de conscience politique peut apporter. Je connaissais personne dans le milieu agricole avant de commencer mes travaux. Ça tombait bien parce que je venais d'avoir le permis à ce moment-là. Et donc, j'ai pu mettre cette compétence-là à profit pour voyager à travers toute la Belgique en automne et au printemps. Donc, j'ai vu des paysages superbes. Et ouais, donc j'allais trouver les gens dans leur exploitation. Généralement, je repasse un petit coup de fil avant. Une fois que j'en avais rencontré un, je lui demandais qu'il me renseigne un peu ses potes, quoi. Et donc, comme ça, j'ai fini par couvrir tout le territoire. Et les entretiens duraient 1 heure pour les plus courts, 2 heures. Voilà, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était non seulement d'avoir un point de vue un peu d'expert sur leur métier, parce que, bon, voilà, s'il y a bien des gens qui se connaissent en milieu agricole, ce sont les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi d'avoir un peu d'émotionnel, quoi, un peu du vécu, un peu des expériences de vie, comme je le disais tantôt. Quels sont les apprentissages que tu en retires de ce travail? J'ai appris qu'il y a plusieurs clichés donc, sur l'agriculture, qu'ils sont tous relativement avérés. Il y a tout un tas de profils sociaux qu'on peut décrire finement et qui ont chacun un rôle politique différent dans leur organisation, que ce soit au niveau syndical ou après au niveau de la jonction entre les syndicats et la prise de décision publique. C'est un milieu qui est mis sous pression, comme on le voit régulièrement dans la presse. Donc c'est pas possible de faire ce métier-là sans avoir une opinion sur ce qui se passe. C'est pas possible de s'en désintéresser parce qu'en fait l'agriculture c'est un métier qui est non seulement soumis à beaucoup de changements structurels ces dernières années, mais qui en plus de ça est extrêmement codifié par des lois européennes, la PAC, comme on appelle ça. Et donc la politique s'invite tout le temps dans leur ferme, en fait. Après, ils ne prennent pas tous un rôle actif dans les organisations syndicales, dans les coopératives ou ce genre de corps intermédiaires. Mais le fait est que aussi, vu que plus le temps passe, moins il y a d'agriculteurs, hélas, même si ça s'est stabilisé ces dernières années, le nombre de postes à pourvoir dans ce genre d'organisation collective, lui par contre ne bouge pas. Donc souvent, ils sont quand même amenés à prendre des décisions comme je disais, syndicales ou coopératives ou ce genre de choses. On comprend donc le lien entre ton mémoire et les questions d'engagement, de politique. Tu as d'ailleurs reçu le prix Démocratie durable des ERA Awards. C'est une magnifique récompense. Qu'est-ce qui a attiré l'attention du jury? Et un truc qui revenait de manière assez centrale dans ce qu'ils ont ciblé dans ce travail-là, c'est l'importance que j'ai essayé de mettre en avant des inégalités sociales, des rapports de classe, des rapports entre groupes sociaux hiérarchisés, dans la forme que prend la démocratie au final. Donc pour des gens qui ont fait de la Sciences Po ou de la sociologie, c'est un peu une banalité de dire que les rapports de pouvoir influencent le régime politique. Mais à l'heure actuelle, où on entend beaucoup de gens qui déplorent les menaces qui pèsent sur la démocratie, la fin de la démocratie, etc., des gens qui s'expriment dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., je crois que c'est quand même fort utile de rappeler que la démocratie, c'est pas juste quelque chose qu'on invoque, c'est pas juste quelque chose qu'on déclare, c'est la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'est pas le seul type de démocratie, c'est un régime politique qui est le produit d'un équilibre un équilibre des rapports de force entre différents groupes sociaux, entre travailleurs et patronat, entre bourgeoisie nationale et bourgeoisie mondialisée, et que quiconque veut s'intéresser un peu à la démocratie ou protéger justement ce régime qui est le nôtre, eh bien, ne peut pas s'empêcher de s'investir, de s'impliquer dans ces luttes entre groupes sociaux. Et c'est ça que j'ai voulu montrer un peu avec les agriculteurs, dans la mesure où les débats qui concernent l'agriculture et l'agroécologie pour l'instant sont souvent aussi dominés par des considérations morales ou idéologiques, voilà, à gauche comme à droite.
Et que justement, bah non, si on veut faire quelque chose de bien et œuvrer dans la direction de quelque chose comme une durabilité écologique ou comme un changement de société vers des modes de production plus durables, eh bien, il faut partir des conditions de travail concrètes, il faut partir vraiment de l'expérience des gens et pas uniquement de ce qu'on pense. Est-ce que la préoccupation première des agriculteurs, c'est vraiment la démocratie? Est-ce que c'est pas plutôt des choses plus terre-à-terre, comme le prix des matières premières ou les conditions de travail? Les agriculteurs, leur première préoccupation, c'est pas la démocratie. Non, pas vraiment, mais au final, la démocratie, c'est pas la préoccupation première de grand monde. Je veux dire, les gens, quand on fait de la sociologie politique, on se rend très vite compte que la plupart des gens ne réfléchissent pas à la politique outre mesure. C'est quelque chose de relativement secondaire dans leur vie. Pas parce qu'ils s'en foutent, mais parce que aussi, ben voilà, il y a tout un tas d'inégalités qui fait qu'on pousse les gens à s'en désintéresser. Donc, les gens que j'ai rencontrés ne se représentent pas leur mobilisation sociale comme étant un combat pour la démocratie. Cependant, leur activité politique alimente ou déforce le système général qui, en l'occurrence, en Belgique, est une démocratie libérale. Je pense que ce système pourrait se renforcer justement en prenant davantage en compte les réalités de terrain vécues par les gens que j'ai rencontrés, qui, oui, forcément, ont un désir de reconnaissance et un désir qu'on reconnaisse leur savoir-faire et leurs valeurs en Wallonie. Tu affirmes que les inégalités poussent les gens à se détacher des questions démocratiques. Tu peux nous expliquer cela? On dit qu'en Belgique, on vit dans une démocratie, ce qui n'est pas vrai. On vit dans un régime qui a des éléments démocratiques, qui a des éléments plutôt oligarchiques. Ça veut dire que sociologiquement, quand on regarde la composition des groupes sociaux qui occupent le pouvoir, c'est toujours plus ou moins les mêmes groupes qui se reproduisent entre eux. Ce qu'on appelle les élites, quoi. Les élites économiques et les élites politiques sont généralement très, très liées. De ce point de vue-là, on pourrait considérer que c'est une oligarchie ou une forme d'aristocratie. Par contre, il y a quand même des éléments démocratiques dans des choses comme le vote. De temps en temps, on est quand même amené à voter. Dans le fait qu'il peut y avoir des contre-pouvoirs qui s'organisent dans des associations, dans des syndicats, dans des manifestations, des grèves, etc. Et ce qui fait que, oui, en effet, le système est construit pour qu'ils se reproduisent et que, du coup, il n'y ait pas trop de nouvelles personnes qui arrivent dans ces instances de décision politique. Ce qui fait que la plupart des gens, en effet, s'en désintéressent. Et des minorités agissantes, par contre, s'indignent de cette inégalité-là de répartition du pouvoir politique, et donc vont mener des mobilisations, des actions politiques, etc. etc. L'engagement, la mobilisation, les rapports de force constituent un fil rouge de tes travaux, tout comme la musique qui t'a amené à la sociologie et sur laquelle tu te penches aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je reviens à la musique parce que donc là, j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir obtenu une bourse de doctorat qui me permet donc de travailler maintenant sur le milieu de la musique art techno en Belgique et aussi des valeurs politiques qu'il y a derrière ce mouvement-là. Des valeurs politiques contradictoires parfois. Il y a, comme dans toute sphère de la société, dans la musique et dans la techno, il y a du conflit aussi. Et voilà, donc on voit un peu le fil, le fil rouge, la continuité en effet en tous ces travaux, c'est que fondamentalement ce qui m'intéresse, c'est les moments où les gens vont vivre quelque chose de fort entre eux, vont avoir envie de faire société ensemble. Ça passe par des expériences fortes, ça passe par des expériences qu'on peut retrouver dans la fête, etc. Et ça c'est mon opinion plus personnelle, mais aucune lutte politique d'émancipation n'aura du succès si de base il n'y a pas une solidarité vécue entre les gens dans des endroits comme le lieu de travail, mais aussi le lieu de fête, de loisirs, etc. Merci à Noé pour cet échange riche et bien ancré dans le réel. On espère que cet épisode donnera envie aux jeunes auditeurs de regarder différemment la sociologie et peut-être d'oser se lancer sur un terrain inattendu. À très bientôt dans Face à Face.